Dans la campagne lyonnaise, une nécropole à l'architecture exotique se dresse telle une sentinelle. Ici reposent les corps de soldats africains venus rougir de leur sang la terre de France en juin 1940. En Afrique, Tata signifie enceinte fortifiée. Si ces portes sont toujours ouvertes, c'est que le seul ennemi à craindre est l'oubli. Mais la lumière de toute mémoire porte ces zones d'ombre. Et c'est aussi leur histoire qu'il nous faut raconter pour retracer celle d'un monument à la silhouette unique, le Tata sénégalais de Chasselet. L'origine du Tata est à chercher dans un épisode méconnu de l'histoire de France, celui du massacre du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Les hommes de l'époque ont fait une tranchée, quoi, de, je sais pas, 2 mètres peut-être de large pour pouvoir les mettre les uns à côté des autres, tant qu'il y en a eu. Hein. Et puis ça y est, et puis après ils ont rebouché. Puis après nous on a fait cet enclos. Cet enclos, oui, voilà, je sais pas quel terme employé là pour... Cette petite barrière. oui, pour déterminer l'emplacement. Et puis par la suite, vous les avez déterrés. Et par la suite, je ne sais plus en quelle année, ils ont été déterrés quand pour les rentrer dans le Tata sénégalais. Les souvenirs des Chasselois ne sont pas les seuls à rappeler la tragédie. Plusieurs cérémonies ont lieu au cours de l'année au nom du devoir de mémoire. Pour approcher l'histoire exceptionnelle du Tata de Chasselet, il nous faut remonter aux années les plus sombres de l'histoire de France. Juin 1940, l'armée allemande franchit la frontière française et la drôle de guerre cède le pas à la débâcle. Les combats feront plus de 100 000 morts. Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France. Mussolini demande à Hitler de l'aider à prendre à revers l'armée française des Alpes qui défendait la frontière. Dès le 17 juin, les Allemands sont à Mâcon. L'armée française est totalement désorganisée. Les communications se font difficiles et alors que des troupes se battent encore, d'autres abandonnent les combats. La nuit du 17 juin, le maire de Lyon et président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, qui veut éviter des combats dans l'agglomération, obtiendra du maréchal Pétain que Lyon soit déclarée ville ouverte. La résistance à l'avancée de la Wehrmacht ne repose plus alors que sur les lignes de défense placées au nord de l'ancienne capitale des Gaules. L'essentiel de ces forces est alors composé du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Le 25e régiment de tirailleurs sénégalais est une unité tout à fait particulière. Il est fondé le 16 avril 1940 à Souges. Ce régiment a donc été créé pour la campagne de 40 et il a été dissous à l'issue des combats de juin 40, officiellement le 31 juillet 1940. C'est donc un régiment qui a une durée d'existence très courte, le temps de la campagne de France. À cette date, les tirailleurs sénégalais ont déjà plusieurs décennies de présence au sein de l'armée française. Le corps des tirailleurs sénégalais est né par ce qu'on appelle le décret de Plombières en 1857, par une volonté du gouverneur du Sénégal à l'époque, Faidherbe. Mais c'est le chef de l'État français à l'époque, l'empereur Napoléon III, qui a signé ce décret. Il s'agit de faire en sorte que ce soit l'élément qui maintienne la sécurité dans la colonie. Et bien entendu, ce sont ces tirailleurs, les mêmes tirailleurs, qui vont par la suite passer
à l'offensive, je l'ai dit, dans la conquête coloniale, au-delà du Sénégal, pour d'autres territoires qui deviendront les colonies d'AOF et d'AF par la suite. Alors au départ, l'aventure commence au Sénégal, à Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve, et donc on baptise ce premier bataillon tirailleurs sénégalais. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces tirailleurs vont garder cette appellation générique pendant toute l'histoire de la Force Noire jusqu'aux années 60. Alors que pour la plus grande majorité d'entre eux, au fur et à mesure de la pénétration française en Afrique, les recrutements se limiteront en quantité au niveau du Sénégal, et de plus en plus, c'est le cœur du continent noir, l'Afrique centrale, et en particulier le Soudan, qui fourniront la majorité de ces tirailleurs. Quelques années plus tard, alors que l'Empire français est consolidé en Afrique, un officier va trouver une nouvelle utilité aux tirailleurs sénégalais. Le général Mangin est un de ces grand chef militaire qui a commencé sa carrière en Afrique. Il publie un livre qui s'appelle La Force Noire en 1910, dans lequel il plaide pour la constitution d'une armée africaine formée de tirailleurs sénégalais. L'idée de Mangin, c'est en fait, avec cette armée, cette force noire, de pouvoir maintenir des troupes de souveraineté, en particulier en Afrique du Nord, de façon à libérer des contingents métropolitains qui puissent, eux, rentrer en métropole pour participer à la guerre avec l'Allemagne, qu'en 1910, tout le monde commence à sentir venir. Pour l'essentiel, en 14-18 comme en 39-45, ce sont des gens qui sont obligés de s'enrôler dans l'armée française. Et presque partout, les hommes qui vont sous les drapeaux sont des gens qui appartiennent au village de manière générale. Et là, on vient les chercher de force. Le nombre de volontaires est relativement faible par rapport à ceux qui sont obligés d'être sous le drapeau. À partir d'avril 1915, des milliers de tirailleurs sénégalais vont transiter par les camps de Fréjus. En 1928, dans le souci de diminuer leur mal du pays, le général Lam y fit construire une misiri, ce qui signifie mosquée en langue bambara. Aujourd'hui, le Tata de Chasselet et cette mosquée africaine de Fréjus sont donc deux rares et précieux témoignages de la présence de ces tirailleurs sénégalais de la Force Noire qui sont venus combattre en France et pour beaucoup sont morts au cours de ces combats pour cette patrie française si lointaine. Donc là, vous êtes dans un couvent qui s'appelle le couvent de Montlusin, qui se trouve derrière vous. Donc en 1940, ici, il y a des sœurs qui vivent, c'est une maison de retraite. Et le 17 juin 1940, arrivent les soldats français qui s'installent un peu partout et qui vont mettre en place une barricade ici au niveau du rond-point qui existe aujourd'hui. Pourquoi ce rond-point? Parce qu'en face, c'était la Nationale 6 qui descendait de Paris et sur cette nationale arrivent les Allemands. L'ensemble des troupes qui sont placées au nord de Lyon sont placées sous les ordres du général de Mesmet. On décide essentiellement de les bloquer sur deux points importants qui sont la Nationale 6 et la Nationale 7. Plus de l'autre côté de la Saône, les légionnaires qui sont chargés là aussi de retarder l'entrée des Allemands dans Lyon. Alors nous avons mis en place notre batterie dans les journées qui ont suivi, aux endroits où ça avait été fixé. Et alors je me rappelle quand nous étions dans le camion et que nous allions là-bas à Montlusin, nous avons rencontré des quantités de gens qui remontaient sur Lyon. Il y avait même aussi des soldats qui avaient perdu leur régiment, qui remontaient. Et alors tous ces gens-là nous disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Et
Vous allez du côté des Allemands, c'est là-bas qu'arriveront les Allemands. Il faut aller de l'autre côté. L'unité allemande qui arrive sur la Nationale 6 est le régiment Großdeutschland, littéralement Grande Allemagne. Donc c'est un régiment d'infanterie motorisée qui combat depuis mai 1940 et qui déboule de Bourgogne sans rencontrer de résistance sérieuse. Et donc quand ils arrivent à Montlusin, ben pour eux c'est vraiment une grosse surprise. Ils sont arrivés vers midi, 11h30 midi. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont été arrêtés par les patrouilles qui étaient au carrefour de Montlusin. Et ils ont brandi un drapeau blanc en disant « l'armistice est signé », ce qui était absolument faux à ce moment-là. L'armistice est signé, laissez-nous passer. Et alors, les hommes ont répondu, les Sénégalais ont répondu par un tir. Et alors, leur officier m'avait dit quand ils commenceront à tirer, vous pouvez y aller aussi. La bataille déclenchée par le tir de l'adjudant Réquier dura près de 5 heures. La chapelle restait miraculeusement intacte, servit de refuge aux religieuses. Lors de la prise du couvent, les soldats de la Wehrmacht se montrèrent indignés par cette attaque inattendue depuis un édifice sacré. Mon maréchal de logis-chef qui est à côté de moi, et moi, nous avons entendu les cris des Sénégalais qui étaient mitraillés dans la cour du couvent. Le lieutenant de réserve Pangot fut à son tour capturé et conduit au-devant d'un officier allemand. Alors il m'interroge en excellent français, en français impeccable. Et il me dit, vous êtes officier? Oui. Eh bien, je vais vous faire fusiller. Alors je lui dis, mais pour quelle raison? Parce que vous commandez les Sénégalais. Ah, j'ai dit non, pas du tout. Je commande une batterie d'artillerie. Ah, mais c'est un peu différent. Si c'est ça, c'est différent. Ce 19 juin, plusieurs gradés furent exécutés pour avoir commandé des soldats noirs à Montlusin. Pendant ce temps, les troupes chargées de retenir les ennemis sur les bords de la Saône ont abandonné leur poste. Dès le milieu de l'après-midi, l'étendard nazi flottait sur Lyon. Les combats de Montlusin auront retardé de plusieurs heures l'avancée de l'armée allemande, conformément aux objectifs fixés par l'état-major. Le lendemain 20 juin, les rescapés de la 3e compagnie du 25e régiment de tirailleurs sénégalais se réfugiaient dans le parc du Plantin à Chasselet. Ici, l'esprit de corps fut mis à l'épreuve dans un dernier baroud d'honneur. L'escouade qui était ici étaient en poste par le fait, mais ils n'ont pas vu d'Allemands le premier jour. C'est que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on vient de nous avertir, et dit les Français, les troupes qui sont ici ne se rendent pas, ils vont se battre, alors il faut évacuer le château, il faut vous évacuer vous, la bataille va être ici. Vous avez 32 ans, 31 ans, 32 ans. Les ordres, c'était de se camoufler à tel endroit, sous la conduite des sous-officiers, des officiers. On nous indiquait l'endroit, parce qu'il y avait un château et un parc. Alors, il y avait dans des trous, il y avait des arbres, et chacun, on a compris que c'était le commencement de la fin. Et chacun a pris un poste avec sa mitrailleuse lourde. Donc on a un déploiement de troupes allemandes, cette fois des SS de la division Totenkopf qui était la veille dans la zone de l'Arbrel, qui servait jusque-là à la garde des camps de concentration. Les troupes qui se retrouvent à Chasselet, donc au soir du 19 juin 1940, n'ont plus aucun moyen de transmission, plus aucun contact avec l'état-major ou avec leur commandement. Donc ils savent que Lyon est tombé. Ils ne savent pas où est l'état-major de leur régiment, ils ne savent pas où ils se sont repliés, ils n'ont pas de moyens de locomotion, rien du tout. Mais ils décident de mener ce dernier combat pour l'honneur. Capitaine Goudy, c'est lui qui a rassemblé les types pour faire le dernier baroud d'honneur de l'armée française. La France ne se rend pas sans combattre. Quels sont les volontaires? Alors avancez-vous. Et au garde à vous, présent mon capitaine.
Alors le 20 juin 1940, un véhicule allemand arrive à Chasselet et se heurte à un barrage de soldats français. Donc forcément, les soldats français tirent, etc. Et là, les Allemands sont prévenus qu'une troupe française demeure à Chasselet pour résister. Vers midi et demi, 1h comme ça, on a entendu des motocyclettes qui venaient vers nous. Ils donnaient l'ordre de tirer à volonté, tir à volonté. De tout ce qui bougeait, tir à volonté. Et on a commencé à tirer à travers les arbres, jusqu'à 5h de l'après-midi. À 5h, ils nous ont submergés. Et avec les mitraillettes, nous, on n'avait plus de munitions. Qui c'est qui allait chercher les munitions? On avait ce qu'on avait au début, les cartouchières pleines, et puis après, on n'avait plus de munitions. Après la bataille, quand ils se sont rendus, ils les ont tous amenés là-devant. Et ils les ont désarmés, là où je vous dis, devant la conciergerie. Alors les Français, ils les ont fait prisonniers, ils les ont emmenés. Et les Noirs, les bras en l'air, 2 kilomètres, ça fait 2 bons kilomètres pour aller là-bas. Les bras en l'air, ils les ont descendus là-bas et ils les ont fusillés. Tout ce qui était noir, tout. Pas de détails. Les Sénégalais, ayant les bras en l'air, voulaient à un moment donné baisser les bras. Interdit de baisser les bras aux Sénégalais. À nous, ils nous ont fait signe de baisser les bras. On est arrivé dans une plaine, à un quart d'heure du village, là, à peu près, et il y avait des camions alliés, là. Et ils nous ont dit de nous arrêter. Et les soldats allemands font signe aux soldats français, aux blancs, de se coucher, de s'agenouiller sur la route. Les soldats noirs sont dirigés dans un champ, et là, les blindés, les mitrailleuses allemandes, les soldats allemands ouvrent le feu. Le tir des mitrailleuses allemandes a commencé. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde était par terre, en gémant. Enfin, les chars tirèrent à coups de canon sur la masse des corps étendus. Un char a ensuite quitté la route pour poursuivre quelques hommes qui avaient réussi à échapper aux balles. Peu, je crois, ont échappé au massacre. Ils criaient, ils pleuraient. Nous, on a levé la tête, là, on les a vus, là, j'avais le cœur serré. Et voir ces soldats, ces pauvres Sénégalais, tués comme des lapins, ça nous a fait mal au cœur. C'était nos frères d'armes. Le rapport du colonel Bourrian, qui commandait l'ensemble du dispositif, fit état de 1210 disparus pour l'ensemble des combats au nord de Lyon. Pour comprendre l'image que les soldats allemands avaient des soldats noirs, il nous faut remonter à l'occupation de la Rhénanie par les troupes coloniales françaises en 1919. Les Allemands là, vont très habilement se servir de cette occupation, en particulier par des tirailleurs sénégalais et malgaches, pour saboter la conférence de Versailles, où ils savent bien qu'on va leur demander des réparations énormes. Et comme les Allemands savent que les Américains pratiquent encore la ségrégation, l'apartheid avec leurs propres Afro-Américains, ils pensent évidemment assez commode de lancer cette campagne de la honte noire, tendant à accréditer l'idée que ces tirailleurs violent toutes les femmes allemandes, qu'ils pillent, qu'ils transmettent donc des maladies, la tuberculose, le syphilis, en tout cas qu'ils avilisent, qu'ils abattardissent la race allemande. Les Français vont, en à peine 3 ou 4 mois, décider de retirer les unités de tirailleurs sénégalais et malgaches, ce qui va faire très mauvais effet évidemment et qui va accréditer chez les Allemands l'idée que tout ça était vrai. Et Hitler, qui va bientôt rédiger Mein Kampf, va très clairement l'écrire. Car la contamination provoquée par l'afflux de sang nègre sur le Rhin, au cœur de l'Europe, répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet ennemi héréditaire, la France, qu'au froid calcul du Juif qui voit le moyen de commencer le métissage du continent européen.
tout ça vont finir par créer, je crois en Allemagne, un sentiment extraordinairement puissant dans lequel les Africains seront vraiment jugés comme des barbares et même des cannibales. Tout au long de la campagne de France, les exécutions sommaires de tirailleurs sénégalais se multiplièrent. Ce fut notamment le cas à Erquinvillers, mais aussi à Maintenon et Chartainvilliers, entre autres. Au total, plusieurs centaines de soldats noirs furent victimes de ces exactions racistes. Le 19 juin, plus près de Lyon, à Évreux, 2 tirailleurs furent jetés dans les flammes d'une ferme et 3 autres enterrés vivants. À Lyon même, dans la montée de Balmont, 27 de ces soldats furent extirpés d'une colonne de prisonniers et abattus contre le mur d'un orphelinat. Les Allemands firent arrêter les autres convois de prisonniers afin de leur faire contempler le charnier. Dans certains lieux, l'armée allemande alla jusqu'à interdire d'enterrer les soldats noirs tombés au champ d'honneur. C'est malgré ces ordres que des habitants s'organisèrent dès le lendemain des combats. À Chasselet, ces journées sont encore bien présentes dans les mémoires des anciens. Est-ce que c'était le 20 Chasselet, alors donc c'était pas un lundi, non? Non, c'était un jeudi. Ah, ça c'est le garage qui a été... Oui. C'était la première fois, je crois, de notre jeunesse qu'on voyait des Noirs. Alors, donc, on n'était pas trop osés, quoi. Et quand, oui, on était un petit peu, parce qu'ils avaient quand même des fusils, ils étaient bien, bon. Et alors, ils nous disaient, n'aie pas peur, moi, mourir pour toi. Donc, on avait été les voir, ils nous avaient caressé la tête avec mon frère. T'en fais pas, petit, ils nous disaient, ils étaient rassurants. Ils étaient sûrs d'eux, ils allaient gagner, ils allaient nous protéger, voilà le souvenir que j'ai. Avec la pharmacienne, donc Madame Morin, que j'ai souvenir, parce qu'on est resté 3 jours. Alors là, je les suivais, j'avais 15 ans, mais je les suivais. Alors on en a retrouvé dans les buissons, derrière le château, on a retrouvé des Noirs qui étaient cachés. Il y en a qui avaient des bols dans le dos, il y en a qui... Enfin, on n'en a pas trouvé des tas, je me souviens plus comment on en a trouvé, mais enfin, ils s'étaient cachés. Et il n'y a que quand elle les a fait sortir, dire on est français, elle n'avait pas peur, et qu'elle les a récupérés, quoi. Et elle en a récupéré qui n'étaient pas blessés, mais elle leur faisait une incision, un pansement, enfin une connerie, pour qu'ils puissent passer comme pour partir à l'hôpital. Les hommes repartent, mais au Plantin, c'est la bataille. Et puis tout se calme. En fin d'après-midi, nous remontons dans l'appartement de M. Planu et nous apprenons avec stupeur, les Sénégalais ont été fusillés et leur chef fait prisonnier. À ce moment-là, je comprends l'horreur de la guerre et je pleure. J'ai 12 ans et je pleure en songeant à ces courageux soldats venus de loin et qui pendant 4 jours étaient si près de nous. Voilà, c'est tout. Et je pleure encore. Et je pleure encore. Ben oui. Moi, j'étais venu faire un tour au village pour dire de savoir ce qui s'était un peu passé. C'est là où j'ai appris ça. Le boulanger des Chers, qui venait faire un tour à Chasselet, je ne sais pas pourquoi, mais enfin en montant, il venait de découvrir ce pré garni de cadavres. Et alors, il était vraiment terrorisé et il hurlait sur la place. Et c'est là où on a appris qu'il venait d'avoir ce massacre dans le pré, quoi, sur la route des Chers, quoi. Et c'est après qu'il y a eu des réunions de la mairie, à la mairie, etc., qui ont décidé d'aller s'en occuper, quoi, de les enterrer. Et ça a été un gros travail, parce qu'il y en avait un paquet. Hein. Et puis on est chercher mon père pour s'occuper des cadavres, surtout les recouvrir d'urgence, parce que il faisait chaud. 20 juin, c'était pas... Voilà, donc il est parti courageusement, avec une pelle, je le revois encore. Et puis voilà, on a dit ils sont tous morts, on a eu une grosse peine, parce que comme vous dites, on les avait côtoyés. Moi je dis un grand respect pour tout ce peuple sénégalais qui est venu nous défendre là, malgré qu'on soit petit, on s'en souvient bien.
Et il faut transmettre le respect à toute notre suite. D'ailleurs, on s'occupe du musée et on explique tout ce qu'on peut. Il y a une cérémonie le 20 juin. Alors que l'occupant comme le régime de Vichy préférait occulter ses crimes, un édifice des plus originaux allait voir le jour. Son but, accueillir les sépultures des soldats du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. Le Tata est d'abord la volonté d'un homme, Jean Marchiani. Les mémoires de celui qui est alors secrétaire général du Rhône aux anciens combattants nous racontent la genèse du Tata de Chasselet. Quelques jours après les combats, le préfet Bollert me chargeait d'assurer une décente sépulture au corps des tirailleurs sénégalais, dont quelques-uns gisaient encore là où ils étaient tombés près de Lisieux. Je proposais la création d'un cimetière spécial où tous les corps des tirailleurs sénégalais seraient groupés. En cet automne 1940, le gouvernement de Vichy ne voulait pas soutenir une initiative qui risquait de déplaire aux Allemands. Jean Marchiani entreprit par ses propres moyens et l'aide de quelques bienfaiteurs locaux son ambitieux projet. Fin mars 1942, le gros œuvre était terminé. Entièrement peinte de couleur rouge, l'enceinte du Tata mesure 40 mètres sur 20. Les 4 angles et le portail sont surmontés de pyramides hérissées de pieux en bois. Le portail à claire-voie est orné de 8 fétiches, œuvre de l'abbé Boissard et de son école d'ébénisterie. Faisant face à l'entrée, une case conservait les armes retrouvées après les combats. Elle est surmontée de la croix chrétienne et du croissant musulman. Lors de l'inauguration, Jean Marchiani fit répandre de la terre de Dakar dans l'enceinte. Sa volonté était aussi de permettre le deuil aux familles lointaines de ses soldats. Pour enterrer validement les morts, c'est-à-dire pour leur assurer le séjour dans le pays des ancêtres, il faut, si leur corps est absent, quelque chose qui rappelle le cadavre. Je décidai que de toutes les tombes de corps inidentifiés, je prélèverai une pleine pelletée de terre pour la mélanger à celle de la tranchée où les 60 hommes massacrés avaient eux-mêmes reçu leur sépulture provisoire. Mise dans de petits sachets, cette terre serait envoyée aux familles des victimes en Afrique. Le projet de Marchiani ne se limitait pas à la seule construction du Tata. La conservation, puisque c'était là le nom qu'il avait donné à son projet, devait aussi abriter des locaux servant à recevoir les pèlerins, dont le séjour avait été planifié jusque dans les moindres détails. Le Tata fut inauguré une première fois le 8 novembre 1942, le jour même où les Alliés débarquaient en Afrique du Nord. La nécropole devint alors pour certains un symbole de la résistance de l'Empire à l'invasion allemande. On oublie trop souvent que dès 1940, le général de Gaulle avait trouvé de précieux alliés en Afrique. À la fin de la guerre, en 1945, les troupes noires ne défilèrent pas sur les Champs-Élysées, mais devant le Tata de Chasselet. Ici, c'est aussi l'Empire que l'on célébrait. Car le Tata s'illuminait alors sur un fond de défaite et d'occupation qu'on préférait oublier. Il faut rappeler qu'en 1940, on a été défait en 1 mois et demi. C'est une des plus grandes défaites militaires françaises. Donc, dès la fin de la guerre, dès 1945, on a un peu la volonté d'écarter ce mauvais souvenir. Donc, Chasselet, etc., c'est un peu placé sur le côté. Et puis, on se trouve aussi face à l'histoire coloniale. Et on sait aujourd'hui que les Français ont beaucoup de mal à appréhender cette histoire coloniale de manière sérieuse et puis de manière sereine, surtout. Et donc, finalement, les Français en 1945, qui ont réussi à se glisser dans le peloton des vainqueurs, mais vraiment en se glissant, hein, et en grande partie grâce à l'action de Gaulle, à la fois pratique et politique, eh bien, vont retrouver dans l'Empire les éléments non seulement d'une grandeur retrouvée, mais aussi sur le plan matériel. La France est totalement exsangue en 1945, donc plus que jamais, on a besoin de l'Empire pour alimenter en huile, en pétrole, en chocolat, en cacao, en caoutchouc, ça c'est très important. Et les tirailleurs, là, évidemment, vont être mis très à l'honneur, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre récemment
toute une polémique autour du film des indigènes où on dit que ces tirailleurs en 1944-45, on les a oubliés, on a été indignes, affreux. Pas du tout, au contraire. Il suffit de prendre des archives de l'armée, des archives des actualités françaises, des photos, parce que justement, c'est le moment où la France, pour se sentir à nouveau la plus grande France, elle a besoin de tous les fils des terres lointaines, puisque c'est comme ça qu'elle appelle les sujets de l'Empire. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que on va avoir des commémorations nombreuses, et par exemple à Chasselet, l'inauguration, cette fois-ci officielle, du Tata. C'est à cette période, en 1949, que le Tata recevrait la seule visite officielle d'un président de la République française, en la personne de Vincent Auriol. Avec les années 50 puis 60, les guerres d'indépendance et la décolonisation virent le Tata sombrer dans l'oubli. Il faut bien voir en France finalement que, je dirais même les anticolonialistes voient d'un mauvais œil les tirailleurs. Donc finalement, on les abandonne assez facilement. C'est un peu comme, bien que ce soit beaucoup plus grave, c'est pas comparable, mais il n'y a pas eu grand monde pour défendre les harkis en 1962. Alors à une moindre mesure, c'est pas comparable, mais c'est un peu pareil pour les tirailleurs. Finalement, tout le monde voulait les oublier. Les intellectuels les avaient pris pour des piliers de la colonisation française. Et les seuls qui finalement, et ça faut le dire, et c'est à leur honneur, les seuls qui ont continué vraiment à s'occuper des tirailleurs à travers les commémorations, en particulier dans les monuments ou dans les régiments, ça a été l'armée, les troupes coloniales. Présentez. Armes. Attention pour les couleurs. Envoyez. Ils ont combattu pour l'honneur, faisant preuve d'un grand courage, de bravoure, d'abnégation, allant jusqu'au sacrifice suprême. À nous, les anciens des troupes de marine, de maintenir le lien avec l'Afrique, de maintenir le souvenir de l'action des Africains à nos côtés. La France leur doit reconnaissance. À la fin du XXe siècle, une partie de la classe politique fit de l'immigration un thème important dans sa propagande. En réponse, certains vont faire de l'image des tirailleurs un symbole. Le Tata réapparaît alors sous des projecteurs identitaires. L'association a tout fait pour, dans un premier temps, faire connaître le lieu aux Africains, aux associations qu'on rencontrait, dans lesquelles on militait. Et on a commencé à organiser, donc, aux côtés de la mairie de Chasselet, la commémoration du 11 novembre. Et c'était vraiment impressionnant de voir que les Africains ne venaient pas quart entier de Grenoble, de Chambéry, de Lyon. On était vraiment très nombreux. Le plus bel hommage que nous puissions rendre à tous les morts de ces offensives, c'est de transmettre à nos enfants ce devoir de mémoire avec un message de paix, de fraternité pour l'humanité des 5 continents. Tel est le sens du devoir de mémoire que nous accomplissons à Chasselet, toutes races et toutes nations confondues, avec pour idéal celui d'une vraie fraternité désarmée. En toute époque, les actes de mémoire ne sont ni innocents ni désintéressés. Les associations et les chasselois en sont bien conscients. Mais c'est vrai qu'à la dernière cérémonie, il y a eu une personne qui a acheté le trouble. Alors cette personne a parlé du génocide arménien, on a profité pour faire un discours engagé qui n'était pas du tout
de bon ton, et ça s'est mal fini. Elle ne doit plus venir dans les cérémonies officielles aux Tatas sénégalais. Elle vient indépendamment, mais pas en profiter pour faire des discours qui ne sont pas... On est là pour se recueillir dans leur mémoire. Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a eu soit récupération politique, soit intervention brouillonne d'un certain nombre d'associations ou de personnalités diverses qui ont agacé prodigieusement la communauté de Chasselet. Au-delà de leur polémique, tous dénoncent l'absence du massacre de Chasselet dans l'histoire qu'on dit officielle. Quand on regarde les manuels d'histoire de France, il y a à peine un entrefilet dans les programmes d'histoire. On ne s'attarde vraiment pas sur la valeur de ces combattants ni ce qu'ils ont eu à faire. Donc moi, je peux dire que les Français, dans leur ensemble, ignorent tout de la valeur de ces sacrifices. Un diadème? Un diadème, ça se met où? Ça se met où un diadème? Sur la tête. Oui. Une broche petite? Il faut revenir au 19e siècle pour trouver, dans le programme d'histoire, l'Europe à la recherche de territoires et de débouchés, le temps du travail en usine, de l'émigration et des colonies. Donc c'est 2 points dans un programme complet pour le cycle 3 de CE2 à CM2. Et à partir de là, on peut s'adapter. C'est-à-dire qu'ici à Chasselet, on pourrait prendre un peu de temps pour s'intéresser à l'histoire du Tata sénégalais et tout ce qu'elle recouvre, mais c'est pas, ça ne serait dans les programmes officiels l'adaptation d'un point parmi tant d'autres, qui ne prendrait plus d'importance ici que parce que le cimetière est là et que c'est une occasion. Mais... Là, nous allons réellement faire la marche d'hommes qui avaient les mains derrière la tête et qui pensaient que ça y est, ils pouvaient rester en vie, puisqu'ils étaient prisonniers de guerre. Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres, aux poches vides, sans honneur. C'est le vieil hexagone par toi retaillé et serti au foyer de 3 continents, dans la triple pupille de l'oiseau qui est ton nom arcan des rémiges de Dakar à Byzance. Je sais que parmi vous, certains ont aidé à soigner, recueillir, enterrer, dans les fosses communes d'abord. J'ai rencontré un monsieur qui a été chargé de mettre une palissade autour. Beaucoup de témoignages sont encore à recueillir à Chasselet. Bien sûr, monsieur. Oui. Il faut que ça se transmette tant qu'il y a encore quelques anciens qui peuvent en parler. De nos jours, les nouveaux moyens de communication s'accompagnent d'un regain de travaux de mémoire. De plus en plus d'artistes abordent le sujet. Ça fait maintenant plusieurs jours que nous combattons sur le champ de bataille de Chasselet, tout près de Lyon. Je me suis écarté du groupe car j'avais plus de munitions. Et c'est là que mes chefs ont déclaré l'abandon. J'ai simulé un cadavre parmi les corps dissimulés. Mes commandants blancs étaient humiliés. Séparer les chrétiens blancs de ces têtes de nègres. Voilà ce que Jean voit le monde d'un ton tristement funèbre. Et là, je les ai vus mitrailler les tirailleurs écrabouillés sous les tanks, les corps qui respiraient encore. Je les ai vus bûcher. Bon, bah, tu vas reprendre à froid, Betty, à froid. Bon, tu fais les 3. Quelle femme, quelle mère est plus malheureuse que moi? Qu'est-ce qu'elle...
Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Je ne savais pas qu'il existait un cimetière comme ça, quoi. Et tout ça, ça m'a beaucoup touché, ça nous a tous beaucoup remué, surtout moi qui n'étais jamais venu, quoi. Les autres ont été déjà venus dans le Tata. Et donc là, j'espère que je vais être à la hauteur de ce que j'ai ressenti, quoi. Comme nous connaissons maintenant votre amour pour ces nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. Jouer le refus à Chasselet, pour moi, c'est, je peux dire, un aboutissement, ou en tout cas une étape importante. C'est le premier acte de résistance de Jean Moulin qui refuse de diffamer des tirailleurs sénégalais qui se sont battus à ses côtés. Et en parallèle, c'est l'histoire du tirailleur qui l'accompagne, le soir où il va se couper la gorge pour ne pas signer. Donc, l'histoire de ce tirailleur, l'histoire de son père, et donc en même temps parler de ce qui se passe en Afrique pendant la guerre et surtout après la guerre, à la fin de la période coloniale. Les Blancs, ils ont toujours des beaux discours, mais à la fin... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à toi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait à moi? Je suis allé à Timba pour recevoir la pension de mon père. Chaque jour, ils me disent que les papiers vont arriver. Les mois passent et la pension n'est toujours pas là. Ce sont des menteurs. Pour entendre la voix des anciens tirailleurs sénégalais, il nous faut nous rendre en Afrique. À l'Office national des anciens combattants de Dakar, nous retrouvons des vétérans de la campagne de France. C'était la pagaille, c'était une pagaille formidable. On pouvait se battre avec les Allemands, et puis il y avait les civils avec nous. Il fallait les sauver, sauver les civils. Surtout les femmes et les enfants, il fallait les sauver. Il fallait les sauver. De Dakar, nous sommes partis à Marseille, de Marseille à Fréjus. On est resté là-bas pendant 2 ou 3 mois pour monter au front, vers la Somme. Nous avons fait la bataille de la Somme avant d'arriver de là-bas, qu'on nous a fait prisonniers de guerre. J'étais prisonnier de guerre pendant 3 ans avec les Allemands. Je connaissais ces gens-là, les châtelains-là. C'était des prisonniers de guerre qu'on a massacrés avec des chars d'assaut. Avec des chars d'assaut. Avions libéré à la Corse 1943 et 1944, et qui serait la première victoire de France. Parce que là nous sommes ici, c'était en 1945. Là, quand on est venu ici, il y a le chef qui était là, qui s'attendait. En passant, il saluait. Aux batailles sur les sols de France et de l'Empire, ces anciens combattants ont eu à ajouter celle pour la revalorisation de leurs pensions gelées par la France en 1960. Malgré un rééquilibrage récent, c'est plus de 40 ans de différence de traitement qu'ils dénoncent aujourd'hui. On croyait qu'on nous donnait pendant, on allait nous donner, on allait faire un rappel de 1 an ou bien de 2 ans au moins. Ils nous ont donné que 6 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de rappel de chaque jour. Maintenant, avec Chirac, ce qu'il a dit, bon, ils seront alignés avec les Français. Moi, je ne sais pas comment les Français gagnent, je ne sais pas. On a tout fait ici. Maintenant, c'est un commandant qui a tout fait, noir, que ce soit ou blanc, ou jaune, ou vert, être parmi ceux qui ont libéré la France. Alors, on nous refuse des visas, on nous refuse des visas pour partir en France. On a libéré du parti de la France, on nous refuse des visas pour partir en France. Est-ce que ça, c'est pas raisonnable?
les petits Africains n'ont plus à combattre sous les couleurs de l'Empire. Ici, on ajoute au manuel français quelques pages supplémentaires. On enseigne donc les tirailleurs sénégalais aux élèves de collège au niveau de la classe de 3e. La leçon numéro 19 sur 22 leçons, bon, ce qui est une leçon un peu que l'on fait la plupart du temps, donc je n'ose pas dire en catastrophe, mais dans le dernier ou les 2 derniers mois de l'année scolaire. Ou bien aussi en éducation civique, hein, maintenant que je m'en rappelle, en éducation civique lors de la 2e leçon, donc les étapes de la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Donc là où on va voir carrément donc, que la participation des tirailleurs et surtout leur demande, après avoir participé à la guerre, va précipiter l'indépendance des colonies françaises d'Afrique. Il faudrait qu'on leur donne leur valeur, leur position, parce que c'est surtout donc les tirailleurs qui ont permis, avec, disons, les intellectuels africains, hein, d'avoir l'indépendance. Faidherbe proposa à l'empereur Napoléon qui crée un bataillon d'infanterie indigène, plus connu sous le nom de bataillon de tirailleurs sénégalais. Nous allons voir comment les tirailleurs étaient recrutés. Le musée des forces armées de Dakar retrace une histoire de l'armée nationale qui donne une place importante aux tirailleurs de l'Afrique occidentale française. En visitant le musée des forces armées, on se rend compte qu'il y a un travail de mémoire qui est en train d'être fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le sens de rappeler l'histoire des tirailleurs. En Afrique, un autre massacre que celui de Chasselet retient l'attention des historiens. Fin novembre 1944, au camp de Tiaroy, près de Dakar, plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais ayant combattu en France enlevèrent un officier de la métropole pour réclamer le paiement de leur solde et la prime de sang. Dans la nuit du 30 novembre, des ordres furent donnés par l'état-major français pour que d'autres tirailleurs matent la rébellion dans le sang. J'avoue que le président de la République actuelle, le président Abdoulaye Wade, a fait un choix significatif en août 2004, en se rendant pour la première fois au cimetière de Tiaroy. Ça, c'est un fait, j'allais dire, historique important pour le peuple sénégalais. Vous voyez? Parce que ce cimetière a toujours été ignoré par les autorités. Or, c'est pour la conscience nationale, c'est quand même un lieu de mémoire. Obtenue en 1960, l'indépendance n'amena pas de rupture des relations entre la France et le Sénégal. À la domination impériale est venu se substituer un rapport plus distant. Qu'on parle de coopération ou de néocolonialisme, la présence française au Sénégal reste importante. Par la suite aussi, on se rendra compte que c'est la France qui va rester, j'allais dire, l'élément principal de formation des cadres de notre armée. Et aussi, n'oublions pas que la France a gardé, je ne dirais pas une mainmise, mais elle a gardé un dispositif extrêmement puissant dans une ville comme Dakar, au Sénégal. C'est aussi avec la France que le travail de mémoire est mené. La journée officielle du tirailleur, le 24 août, a été célébrée pour la première fois en 2004. Cette année-là, on commémorait les 60 ans du débarquement de Provence à Toulon. Face au port de Dakar, la statue de Dupont et d'Emba trône au centre de l'ancienne place de la gare, rebaptisée place du tirailleur. Avec tout le travail mené ces dernières années, les tirailleurs semblent obtenir la place de héros nationaux qu'on ne leur a pas donnée en France. Ces soldats de l'Empire prennent alors l'image de pionniers de l'indépendance sénégalaise. Je crois qu'il faut peut-être relativiser. En réalité, les tirailleurs ont été des instruments de la colonisation. Maintenant, la conscience s'est élevée progressivement au fur et à mesure que les événements se sont déroulés. Et au moment où nous parlons, on peut considérer que de façon générale, il y a une légère prise de conscience de la part des tirailleurs
comment on accède à l'indépendance. Mais ça, c'est les faits. Vous allez dire, c'est la participation aux guerres et surtout la participation aux guerres coloniales. Alors que fleurissent les discours sur les aspects positifs du colonialisme et autres repentances coloniales, cette nécropole nationale est de plus en plus visitée. L'histoire du Tata nous enseigne qu'on ne raconte rien sans se raconter soi-même. Très loin en Afrique, des vétérans sont encore là pour nous rappeler qu'il ne faut pas confondre commémoration et reconnaissance. Les anciens chasselois le savent, car leur mémoire est celle d'une rencontre et non celle d'un abandon.